Merci Christophe, merci pour cette invitation aux organisateurs, l'IFV et puis les labos du Bernet, donc, pour m'avoir permis de participer à cette journée. Oui, l'impact de l'évolution climatique, on la ressent fortement aujourd'hui, et depuis quelques années d'ailleurs, mais ça fait peut-être à peu près une trentaine d'années que je m'intéresse à ça et que je m'intéresse surtout à l'ensoleillement, hein, qui va de pair d'ailleurs avec le réchauffement climatique. Et donc je voudrais vous présenter un certain nombre de travaux de thèse que j'ai co-encadrés ou dirigés ces dernières années. Là, il y a à peu près 5 thèses parmi toutes celles que j'ai encadrées qui seront présentées, enfin des extraits de thèses bien sûr. Et puis une thèse également de Bordeaux de Xavier Chaunet qui a travaillé sur le Sauvignon et sur les thiols et les précurseurs de thiols. Je pense que c'était intéressant aussi de vous les présenter. Donc on va aller assez rapidement, puisqu'il y a 15 minutes, hein, donc si j'arrive à avancer. Voilà, donc une diapo que Jacques vient de vous présenter hein, sur les travaux de Hernán Ojeda à Pêche Rouge, donc qui montre bien qu'effectivement il y a une tendance forte au stress hydrique et à cette évolution climatique et à la pénurie d'eau. Donc je passe assez rapidement. Là, je voulais vous montrer cette photo parce que, en fait, ce qu'on ne sait pas trop, c'est que la baie de raisin, la grappe de raisin et plus exactement la baie, sont relativement autonomes par rapport à la plante. Et en ce qui concerne les précurseurs d'arômes, c'est particulièrement vrai. Cette baie de raisin reçoit de la sève élaborée, c'est-à-dire de l'eau, des sucres, des acides, des minéraux, de l'azote, évidemment. Mais au sein de chacune des cellules de la baie, particulièrement des cellules des pellicules, on a des métabolismes qui sont propres à chacune des cellules et qui vont permettre la synthèse plus ou moins rapide de certains composés, donc précurseurs d'arômes, qui vont ensuite, bien sûr, dans le vin, donner des arômes intéressants. Les modifications climatiques s'accompagnent d'une augmentation du stress hydrique. Bon, c'est un traumatisme métabolique pour la plante qui ne vous échappe pas, d'une baisse des rendements, de l'absorption également des composés minéraux qui va baisser au même titre que les rendements. On a une augmentation des températures qui est très difficilement séparable de l'augmentation de l'ensoleillement, qui peut être directe ou indirecte, on en parlera un peu plus loin. Ça induit des modifications de précocité qui sont très, très importantes dans certains cas. On a une modification également du ratio lumière sur ombre. Et ce ratio lumière sur ombre, qui est en partie lié à la défoliation, va jouer un rôle également sur la synthèse des précurseurs d'arômes qu'on trouve dans les raisins. Et enfin, une modification de l'environnement coloré des baies. J'y reviendrai. Quand une feuille passe du vert au jaune, eh bien pour les baies qui sont juste à côté, ce n'est pas exactement la même histoire. Là, vous avez un effet du stress hydrique sur les précurseurs de thiol du cépage Sauvignon. C'est la thèse de Chaunet dont je vous ai parlé. Quand on est à Bordeaux, hein, donc ce n'est pas exactement le même stress hydrique que dans le Languedoc. On a à Bordeaux, quand on bâche les terrains sous la vigne pour que l'eau ne s'infiltre pas, on observe uniquement pour l'un des précurseurs, celui du mercaptohexanol, une augmentation de la présence de ce précurseur qui donne donc la molécule en question avec des odeurs de pamplemousse. C'est vraiment quelque chose qu'on connaît bien, notamment dans les sauvignons ici et dans les rosés. Ça s'accompagne aussi, vous voyez que la mercaptopentanone ne bouge pas, l'odeur de buis ne bougera pas beaucoup, elle n'est pas très sensible au stress hydrique et au contraire, je dirais qu'elle diminue même, je dirais, quand on a affaire à un stress. Par contre, on voit disparaître très rapidement les pyrazines parce que la maturité avance très rapidement, dont les odeurs de poivron vert. Voilà. Donc on va changer de style, j'y reviendrai en conclusion. Un effet du stress hydrique également sur les glycosides de grenache noire à Tavel, ça c'est un travail qui fait suite à d'autres travaux que j'avais initiés d'ailleurs avec Christophe Rioux à l'époque où il était dans les Côtes-du-Rhône. On voit que le stress hydrique s'accompagne souvent d'une augmentation des composés aromatiques et de leurs précurseurs, ici en l'occurrence les composés terpéniques avec leurs odeurs, belles odeurs de rose ou de fruits, mais également les norisoprénoïdes qui ont des odeurs de fruits exotiques, de violettes, mais enfin aussi d'autres arômes sur lesquels on va revenir. Ces norisoprénoïdes, avec leurs précurseurs, les caroténoïdes, sont sensibles à la lumière et donc les fortes défoliations induisent une augmentation de ces composés. Effet du stress hydrique également sur les glucosides de composés terpéniques et norisoprénoïdes dans la syrah. Tout à l'heure, c'était dans le grenache. Et là, dans la syrah, on voit que, comme l'a dit tout à l'heure Jacques Rousseau, c'est l'irrigation post-véraison qui peut être importante, puisque là, entre le régime sec que vous avez en rouge, l'irrigation pré-véraison que vous avez en vert
et l'absence totale, et l'irrigation totale que vous avez en bleu, on voit que l'irrigation pré-véraison se comporte comme le stress hydrique, c'est-à-dire comme l'absence d'irrigation, et c'est là qu'on a les teneurs en terpènes et en composés non isoprinoïdes les plus importantes par rapport à une irrigation totale qui va jusqu'à la récolte ou presque. Effet du rendement sur la teneur en glycosides du muscat petit grain. Alors ça, c'est quelque chose qui est important aussi parce que le stress hydrique, ça induit des rendements plus faibles. Et on voit que là, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de l'autonomie de la baie de raisin par rapport à la synthèse des composés aromatiques. On voit que là, seuls les composés terpéniques du muscat, qu'on connaît très bien dans le muscat, varient avec la baisse du rendement. On a coupé carrément des grappes ou des demi-grappes sur les rameaux. Et là, je me suis posé cette question, pourquoi les terpènes et pas les autres? Eh bien, les terpènes sont très sensibles à la maturation. Et donc, quand on tombe des grappes, la maturité va plus vite et on synthétise beaucoup plus rapidement les composés terpéniques. J'avance. Le cas de la rotondone, on va être très rapide avec la rotondone. C'est les Australiens qui l'ont trouvée dans la Syrah. Elle donne l'odeur de poivre noir. Cette molécule, qui est connue maintenant depuis une dizaine d'années à peu près, on ne la trouve pas chez nous. On l'a dosée dans le Languedoc, dans les Syrahs du Languedoc, dans les Syrahs des Côtes-du-Rhône. Pas de rotondone. Il semble que ce soit, comme l'ont dit certains auteurs, les millésimes frais qui soient favorables. Et en ce qui concerne la variété d'Uras, on voit que le stress hydrique est défavorable à la présence de cette molécule. Donc on peut considérer que le climat méditerranéen serait trop contraignant pour permettre l'accumulation de la rotondone dans les cépages comme la Syrah et le Grenache sur lesquels on a essayé de la doser. Stress hydrique sur le diméthylsulfure. Alors le diméthylsulfure, c'est une molécule qui est vachement sympa, qui a des odeurs de truffe, qui a des odeurs d'olive noire, de tapenade, etc. Mais en plus, c'est un exhausteur d'arômes fruités. Donc, avoir du diméthylsulfure dans nos vins, aussi bien blancs que rouges, est quelque chose d'intéressant, et notamment au vieillissement où cette molécule se développe. On a vu que le stress hydrique, ici, développait le diméthylsulfure et son précurseur, donc, qui est la S-méthylméthionine en grande partie, à peu près à 60-70%. Et on s'est posé la question de voir pourquoi, ici, l'irrigation pré-véraison semblait donner des teneurs en diméthylsulfure aussi importantes que la non-irrigation, c'est-à-dire donc l'absence d'eau. Et en fait, une des hypothèses qu'on a soumises, vous l'avez en bas, c'est-à-dire que cette irrigation pré-véraison a augmenté la surface foliaire de la Syrah, elle a pu synthétiser des rameaux, des feuilles, etc., que cette surface foliaire ensuite devient extrêmement consommatrice d'eau, et qu'à ce titre, post-véraison, eh bien, on a une dépense d'eau très importante. Et là, la plante, qui n'est pas si bête que ça, met en œuvre un osmolyte, la S-méthylméthionine, comme par hasard, qui est le précurseur du diméthylsulfure. Donc on peut considérer que cette théorie-là, ou cette hypothèse plus exactement, est certainement la bonne pour comprendre un petit peu la présence de ces diméthylsulfures dans les vignes stressées. Quelque chose qui ne vous a peut-être pas échappé, enfin en tout cas si parmi vous il y a des gens du Rhône Sud, c'est des essais qu'on avait fait ensemble avec Christophe à l'époque. Et vous voyez que sur les 3 millésimes qu'on avait étudiés, malheureusement on est tombé sur le millésime 2002, à Châteauneuf-du-Pape, il faisait du rosé en 2002. Et puis le millésime 2003, on a perdu beaucoup d'anciens en 2003 à cause de la sécheresse et de la canicule. Eh bien, vous voyez que le millésime et donc le climat, bien sûr, influent sur un certain nombre de composés et parmi eux, le sulfure de diméthyle dont je viens de parler. Toujours le sulfure de diméthyle avec 2 de mes anciens thésards, Laurent Dagan et Rémi Schneider, où on voit ici que les teneurs en précurseurs de DMS sont plus élevées quand le stress hydrique est plus faible après véraison. Donc là, on peut aller vers le stress hydrique, certes, ça augmente le DMS, mais il ne faut pas qu'il soit trop violent, auquel cas ça devient négatif. Et puis, certainement, c'est en lien avec l'assimilation de l'azote, parce que ce diméthylsulfure, on a vu, ça provient de la méthylméthionine, mais ça provient aussi de la méthionine, donc un acide aminé. Et un acide aminé, s'il n'y a pas d'azote, eh bien, la plante ne peut pas le synthétiser. Même chose ici avec un autre travail beaucoup plus récent de mes thésards. La fertilisation azotée, eh bien, on voit que quand on regarde la transformation du précurseur
de sulfure de diméthyle en sulfure de diméthyle dans le vin, on voit que la fertilisation azotée contribue à une meilleure présence de ce composé aromatique intéressant, comme je vous l'ai dit. Et cette fertilisation azotée, c'est une fertilisation foliaire. Alors là, il faudra faire attention de ne pas confondre la fertilisation foliaire et la fertilisation au niveau du sol, qui intervient beaucoup plus tôt. Encore un élément là, concernant les précurseurs de thiol, je reviens sur la thèse de Chaunet, où on voit que, là aussi, la présence d'azote dans les sols induit bien sûr une présence bien plus importante de thiol, qui aussi proviennent de précurseurs acides aminés ou peptides, comme le glutathion ou la cystéine. Mais également, on voit que le glutathion lui-même et la cystéine sont développés à ce niveau-là. Le glutathion est un antioxydant, il faut quand même le savoir aussi, et c'est important. Voilà, aussi, au niveau des composés minéraux, on voit que une étude très récente, qui n'est pas encore sortie d'ailleurs, dont j'ai eu vent il n'y a pas longtemps, donc elle va sortir aujourd'hui, dans les jours qui suivent, on montre qu'un amendement potassique en particulier provoque la présence plus importante de damascénone. Et cette molécule est très intéressante parce que c'est un arôme fruité, fruit exotique, mais en plus c'est un exhausteur d'arôme, un peu comme le DMS dont j'ai parlé. Donc là, il y a un côté peut-être positif à voir à ce niveau-là par rapport à la présence d'un amendement potassique, voire un amendement avec de l'azote. On vient d'en parler, hein, mais je l'ai signalé également à ce niveau-là. Seulement, l'azote, il faut faire attention, parce que si on en met trop dans le sol, si on en met trop en pulvérisation foliaire, eh bien, le remède peut être pire que le mal. C'est-à-dire qu'en termes fermentaires, eh bien, au lieu de produire des esters, la levure, qui sera excédentaire en azote, va produire beaucoup d'acides aminés. Elle aura des phénomènes de régulation sur ces acides aminés qui vont se dégrader par ce qu'on appelle la voie de Ehrlich. Et à ce moment-là, on va fabriquer des alcools supérieurs. Et les alcools supérieurs, ce n'est pas terrible, quoi. Ce sont des molécules qui sont plutôt négatives, plutôt grossières dans le style des vins. Alors, un autre travail sur lequel j'ai pas mal travaillé, ça a été parmi mes travaux de recherche et les travaux que j'ai accompagnés, ceux qui m'ont le plus émoustillé au tout début de ma carrière, hein, c'est l'effet de l'ensoleillement. Je suis catalan, alors peut-être ça répond un peu à ce que disait monsieur tout à l'heure, mon concitoyen là-bas de Catalogne, hein, où on sait très bien qu'on manque d'eau, mais on a beaucoup de soleil par ailleurs, hein, on a les fours solaires et compagnie. Donc l'ensoleillement, ça m'a beaucoup interpellé, et on voit que les caroténoïdes, hein, qui sont les précurseurs des norisoprénoïdes, c'est mes travaux de thèse quand j'étais jeune, etc., eh bien, les caroténoïdes se développent beaucoup quand il y a du soleil. Et là, quand je vous parlais tout à l'heure de la baie qui est complètement indépendante par rapport à l'ensemble de la couronne aérienne, vous voyez qu'entre les deux premières séries d'histogrammes, d'un côté, on a l'ensoleillement, c'est-à-dire j'ai pris des baies directement au zénith, hein, ensoleillées complètement, et puis on prend des baies qui sont de l'autre côté de la grappe, là au contact du feuillage, et on voit qu'elles n'ont pas du tout la même composition, notamment en caroténoïdes qui sont des servants des xanthophiles des servants des chlorophylles au niveau de la photosynthèse. Et puis à côté, vous avez les baies qui sont complètement dans le feuillage, qui elles aussi souffrent un petit peu concernant la synthèse des caroténoïdes. Je passe rapidement sur les variations qu'il y a de réception de soleil entre une baie qui est complètement éclairée et une qui est complètement à l'ombre des feuilles. Vous voyez que c'est carrément un rapport de 1 à 10. Hein. C'est très important. L'infrarouge varie également beaucoup à ce niveau-là. Alors ici, c'est des travaux également d'une de mes thésardes sur les caroténoïdes qui donnent naissance, donc, comme je l'ai dit, aux norisoprénoïdes, aux phénols volatiles, et puis ensuite donc, les phénols volatiles et les terpénols qui ont été dosés également par ailleurs. On voit qu'effectivement le soleil a un gros impact sur les norisoprénoïdes, un gros impact également sur les phénols volatiles, ça ne nous étonne pas, on connaît les tanins, on connaît les anthocyanes qui sont aussi des phénols et qui sont produits en présence de soleil plus que dans les climats septentrionaux, en Alsace ou en Bourgogne par exemple. Par contre, vous voyez que les terpénols sont relativement indépendants par rapport au soleil. Alors ça, c'est quelque chose qui nous a interpellés. Avec Rémi Schneider, on s'était posé la question aussi de ces terpénols et on voit que sur ce transparent, je l'ai mis, il est complètement déconnecté du reste, mais
sur les sols profonds où on a beaucoup de feuillage, en général, on voit que les monoterpénols vont vers ces sols profonds, c'est-à-dire qu'ils sont produits quand même, malgré tout, même s'il y a de l'ombre. C'est une famille de composés qui est un petit peu indifférente au soleil. J'avance. 2 minutes. Pour 2 minutes, on va avancer. Bon, là, c'est une grappe à l'ombre, une grappe éclairée. Vous voyez que le retard de maturité, il est même visualisable directement à l'œil. Si la diapo veut changer, ce serait bien. Ça passe. Ah oui, un truc sur lequel je me suis intéressé aussi avec des collègues, c'est la solarisation, c'est-à-dire la différence de couleur du sol et la réflectance sur les baies de raisin. On avait travaillé ça avec un collègue de l'INRA, François-Xavier Sauvage, et un collègue à lui, Robin, et on voit que sur les caroténoïdes, par exemple, quand on est de la véraison à la maturité, on voit qu'à la véraison, on a produit davantage de caroténoïdes. Quand on met, quand on met des bâches aluminisées qui réfléchissent la lumière sous les souches par rapport à un sol nu ou à une bâche noire qui absorbe la lumière et qui ne réfléchit pas. Et ça se traduit par une augmentation également de composés odorants, des non-isoprénoïdes, environ de 15%. Donc vous verrez qu'entre un calcaire blanc et des schistes noirs, on peut avoir des variations qui sont liées justement à la couleur du sol. Des phénomènes d'interconversion au niveau de la lumière, je vous ai parlé de l'ombre et de la lumière. Il faut savoir aussi que l'ombre et la lumière jouent un rôle sur certains précurseurs, comme les caroténoïdes et les xanthophiles en particulier, avec des conséquences sur les non-isoprénoïdes qui seront différentes. Donc on va avoir moins d'intensité aromatique quand on passe à l'ombre et des types d'arômes différents par rapport à ce qu'on obtient quand on est au soleil. Et enfin, une dernière diapo avant de passer à la conclusion, c'est sur la variation de l'environnement lumineux. C'est-à-dire, si on a affaire à un environnement lumineux vert, par exemple, comme c'est le cas avec des feuilles qui entourent les grappes, eh bien, on verra qu'on a une synthèse plus importante des caroténoïdes et une dégradation plus importante. Donc, on va avoir une production de non-isoprénoïdes plus importante que quand on est dans un environnement jaune ou rouge. Quand vous arrivez vers la défoliation, vous avez des feuilles qui deviennent jaunes ou éventuellement ocre, et là, on produira moins, on a un environnement lumineux qui sera différent, on n'aura pas exactement les mêmes arômes quand on pratique une défoliation manuelle. Voilà. Si je peux arriver aux conclusions, j'ai deux diapos de conclusion. Donc, ce qu'on peut conclure par rapport à tout ce que je viens de vous dire d'une manière vraiment TGV. Stress hydrique modéré. Au niveau des glycosides, qu'on connaît bien avec le muscat, les non-isoprénoïdes, etc., on a une augmentation des composés par concentration et indirectement par supplément d'éclairement pour les non-isoprénoïdes. C'est-à-dire que la défoliation va entraîner un éclairement plus important des baies. En ce qui concerne les thiols, intérêt pour les précurseurs de 3-mercaptohexanol, donc pour tous ces arômes, disons, pamplemousse, qui sont quand même intéressants. Par contre, ça, c'est valable si on a un stress modéré. Si on a un stress violent, on perdra également le mercaptohexanol. Et on a un changement de style, c'est-à-dire que dans le Languedoc, par exemple, ou dans les zones méditerranéennes, il ne faut pas chercher à faire des sauvignons façon néo-zélandais ou façon sudaf. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas de pyrazine et on n'aura pas la 4-MMP qui auront disparu avec le stress hydrique et l'éclairement. Le sulfure de diméthyle, l'intérêt du stress hydrique modéré est intéressant après véraison, mais il ne faut pas qu'il soit trop important si on veut avoir suffisamment de sulfure de diméthyle. Pour les deux derniers et pour la synthèse des esters et des alcools supérieurs, eh bien, le rôle important de la disponibilité en azote du sol, on peut compenser avec l'azote foliaire, mais ce n'est pas les mêmes arguments, avec des possibilités de correction. Attention aux stress trop sévères qui empêcheront la plante d'absorber de l'azote. Attention également aux amendements trop importants en azote qui vont... voilà. Dernière diapo. Ensoleillement et température, favorable pour les non-isoprénoïdes et les phénols volatiles. S'il est trop important, il peut devenir néfaste. On a des arômes plus grossiers, une dérive vers des notes confiturées, de garrigue, balsamique, voire pétrolées. C'est pour ça que les Australiens, quand ils font du Riesling, au bout d'un an, leur Riesling pétrole, ce qui n'est pas le cas en Alsace, où il faut attendre 5 ans, 6 ans, etc. C'est lié aux non-isoprénoïdes en particulier. Et puis attention aussi aux modifications de longueur d'onde qui éclairent les plantes, l'ombre-lumière, les longueurs d'onde différentes également. Les terpénols, comme on l'a dit, sont plutôt indifférents, voire sensibles s'il y a trop de lumière. C'est pour ça que je dis toujours à mes collègues producteurs de muscat,
c'est intéressant pour les muscats d'avoir une feuille qui se balade devant la grappe. C'est un peu comme Madame, mais enfin, c'est différent quand même. Excusez-moi. Le Chili, ils ont compris ça depuis très longtemps. Ça nous homme. Le Chili a compris ça depuis très longtemps. Et comme l'a montré d'ailleurs Jacques, hein, on a de l'ombrage sur les vignes de muscat au Chili, là où ils produisent le pisco, du côté de la Serena. Hein, mais c'est un environnement subdésertique avec des cactus, vous savez, façon western autour. C'est vraiment particulier. Et eux, ils ont compris que la lumière était néfaste au terpénol. Les rotundones, la pyrazine disparaissent dans les climats chauds, donc on n'en parle pas. Tant mieux pour nous, tant pis pour la rotondone. Effet sur la maturation qui affecte tous les composés. Les glycosides augmentent plus rapidement. Pour les précurseurs de thiol, les sauvignons, les rosés de Provence, etc., on a des fenêtres de tir qui vont être réduites, c'est-à-dire qu'il faudra, quand c'est le moment, vendanger rapidement, parce qu'après on perd les thiols, et donc il faut agir rapidement. Pour le sulfure de diméthyle, eh bien, il augmente avec la surmaturation, c'est pour ça que les mansins de Jurançon sont très truffés quand ils vieillissent, parce qu'ils sont surmatures. Merci pour... Merci, monsieur le professeur.